Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'actualité astronomique et astrologique de la Cagouille Céleste pour la période du 31 juillet au 8 août 2021, soit la 4e phase de la première lune d'été. Donc dans cette première vidéo, nous faisons surtout de l'astronomie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans le ciel cette semaine et quels sont les événements célestes qui se succèdent au cours de la semaine, car tout n'est pas visible, mais ce que l'on voit nous donne de magnifiques repères. Et dans la deuxième vidéo, nous faisons les commentaires astrologiques sur les thèmes des constitutions universelles de la période. Donc ça, c'est la deuxième vidéo. Donc tout d'abord, qu'allons-nous pouvoir voir dans le ciel cette semaine, puisque c'est la Lune au dernier quartier le 31 juillet à 15h15 jusqu'à la nouvelle Lune le 8 août, dimanche 8 août à 15h49. Quand la Lune est au dernier quartier, elle se lève environ à la minuit et elle culmine au lever du soleil. Donc je vais vous emmener directement sur Stellarium pour voir tout ça de visu. Nous y sommes sur Stellarium. Ah non, j'ai allumé un truc en plus. Il va falloir attendre pour l'éteindre. C'est l'Atlas virtuel de la Lune. Profitez-en pour découvrir ce logiciel gratuit qui vous permet de vous promener sur la Lune. Alors, c'est juste le temps qui s'ouvre. Après, je vais le refermer. J'ai fait un faux clic. C'est toujours un peu long à ouvrir. Là, j'ai pas de prise. Faut qu'il mouline un peu pour que je puisse le fermer. Donc, c'est l'Atlas virtuel de la Lune par Christian Legrand et Patrick Chevalet, qui est vraiment un atlas très pratique à utiliser quand on veut repérer des lieux sur la Lune, voir ses librations maximales, les sites observables, tous les détails dessus. D'ailleurs, je vous sers souvent des cartes extraites de ce logiciel. Voilà, alors nous revenons à la nuit du 31 juillet au 1er août. Donc, dans cette nuit, là, il est 4 heures du matin. Sur l'image, vous voyez, la Lune est conjointe à Uranus, qui se trouve ici. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, la Lune est conjointe à Uranus à 3h33, le dimanche 1er août exactement. Donc, si vous regardez le ciel, vers 4 heures du matin, dimanche matin, 4 heures, vous avez Uranus qui se situe juste au-dessus de la demi-lune. Vous pourrez essayer de voir aux jumelles, c'est pas facile, il y a quand même l'éclat de la Lune. Après, la Lune va passer et Uranus ainsi que Neptune vont être très bien observables cette semaine. Voyons à quelle heure elle se lève dans la nuit du 31, je me mets sur la Lune, dans la nuit du 31 au 1er août. Donc, elle se lève, je vais afficher les azimuts, voilà. Elle se lève aux alentours, ou très précisément chez moi, à 1h04. Et donc Uranus un tout petit peu avant, elle est un peu en dessous d'Uranus. Bon, maintenant, on va se remettre à 4 heures, comme tout à l'heure. Et on va regarder de nuit en nuit la Lune qui va se lever chaque jour un peu plus tard. Et elle va enfiler les perles des étoiles brillantes tout au long de la semaine et de plus en plus tard dans la nuit. Donc le premier à 4 heures du matin, le 2 à 4 heures du matin. Alors le 2, elle se lève à 1h29. Je reviens un peu plus tard, 3h29 maintenant. Elle se lève donc le 2 à 1h29. Vous voyez, elle est proche des Pléiades auxquelles elle est conjointe le lundi 2 à 11h07. Ça, c'est donc le lundi 2 à 3h29, un petit peu avant l'heure de la conjonction. Elle est conjointe aux Pléiades. Quand elle est conjointe aux Pléiades, c'est qu'elle rentre dans le premier degré du signe des Gémeaux. La Lune est également conjointe à Cérès. Et tout ça, c'est conjoint aux Pléiades en même temps. On a Cérès conjoint aux Pléiades, la Lune conjoint aux Pléiades. Voyons, je retrouve ça sur mon papier. Voilà, la Lune est conjointe à Cérès le 2, donc à voir dans la nuit du 1 au 2, oui.
Donc Cérès est ici, alors cherchons Cérès. Donc Cérès, la Lune conjointe simultanément à Cérès et aux Pléiades. Bon, vous en tirerez les conclusions que vous voulez. Allons voir le 3 maintenant. Le 3, elle est conjointe à Aldébaran. Alors, elle se lève à 1h59. Les Pléiades se sont levées juste avant. Elle est à peu près en dessous des Pléiades. Et donc, ce jour-là, la nuit du 2 au 3, donc le 3 au matin, elle est conjointe à Aldébaran. Elle est au-dessus, donc en croissant. Elle diminue de jour en jour, un croissant de plus en plus fin. Là, il est encore assez gros. Elle est conjointe à l'étoile Aldébaran, alpha du Taureau, non loin de la très brillante Capella, mais vous reconnaîtrez facilement Aldébaran de son éclat rougeoyant dans la corne du taureau, là. Et la Lune est devant ce qu'on appelle les Hyades, un amas ouvert, les Hyades, Hyades, qui ornent la constellation du Taureau, en plus de celui des Pléiades. Nous passons à la nuit du 3 au 4. Donc le 4 au matin, elle se lève à 2h32. Allons la voir 1 heure ou deux plus tard. Et elle est conjointe à l'étoile Elnat. Elnat, qui est bêta du Taureau, qui fait la jonction avec la constellation du Cocher, dont l'étoile brillante, la plus brillante, très brillante d'ailleurs, est Capella du Cocher. Donc le 4, le matin, dans la fin de nuit, le 4, on la voit conjointe à l'étoile Elnat. Elle est en dessous de l'étoile, toujours, car Elnat est au nord. Et elle est proche de sa déclinaison maximale. Ça veut dire quand elle est conjointe à Elnat. C'est le mercredi 4 à 9h04 qu'elle est conjointe à Elnat. Donc, on va aller la suivre les nuits suivantes. Le 5, la nuit du 5, elle arrive devant les Gémeaux. La nuit du 4 au 5. Et le 6, allons voir. On va voir déjà à quelle heure elle se lève. Le 6, elle se lève à 4h06. Et elle est conjointe à l'étoile Pollux des Gémeaux. Alors, vous voyez son croissant, il est de plus en plus fin, n'est-ce pas? C'est le 7 au matin. Donc le 6, on la voit conjointe à l'étoile Pollux des Gémeaux, de la constellation des Gémeaux. Se lève nord-nord-est. Et le 7, ça va être le jour du dernier croissant. Donc on va la suivre encore le 7. Voilà. Et le 7, eh bien, elle se lève à 5h06, oui, quelque chose comme ça. Nous y sommes là. Elle se lève à 5h06 pile. Elle est sous Pollux encore, on pourra la remarquer par rapport à l'étoile Pollux. Et c'est un dernier croissant assez facile à voir jusqu'à 6h08, c'était dit chez les différentes sources. Enfin, ça dépend évidemment à quel endroit. Donc, en tout cas, elle se lève à 5h06 du matin, à peu près, chez moi, aux alentours de 5h. Et donc, on peut le voir assez facilement, ce dernier croissant, le soleil étant encore assez bas sous l'horizon. Et ce sera tout pour la Lune au cours de cette semaine, puisqu'ensuite, elle s'approche complètement du Soleil, elle est nouvelle, elle est conjointe à l'amas de la Crèche juste avant la nouvelle Lune, le 7 à 23h41. Mais ça, donc, on ne le voit pas, sauf dans le champ du chronographe Lascaux C3, l'amas, pas la Lune. Donc voilà pour ce qu'il y a à voir au niveau de la Lune, mais donc du coup la Lune déserte le ciel du soir, donc on va aller faire un petit tour dans le ciel du soir de début de nuit, donc 23h, hein, ça y est, maintenant le soleil se couche de plus en plus tôt, le crépuscule, la nuit noire est maintenant à partir de... Attendez, je jette un petit coup d'œil sur mon tableau. La nuit noire commence à 23h21, 23h07, on gagne beaucoup. Hein. Et elle s'achève à 4h35 le 1er août, 4h47 le deuxième. La nuit gagne beaucoup maintenant. C'est la différence est importante. Donc en début de nuit, 23h, qu'avons-nous? Regardons d'abord du côté, qu'est-ce qu'on va voir en premier? Bien entendu, on va commencer par ce qu'on voit en premier.
Eh bien, d'abord, on verra Vénus. Mais il faut y aller de bonne heure, 23 heures, elle est couchée. Donc à 22 heures, on voit Vénus. Vénus qui est encore devant la constellation du Lion et qui suit le Soleil, se couche toujours 1 heure et demie après le Soleil. Donc en ce moment, ça va être aux alentours de 22h30 qu'elle se couche. Vénus. Quant à Mars qui est là, voyez, mais ne cherchez pas à le voir, on ne le voit plus. On ne la voit plus du tout. Elle était conjointe à Régulus le 28 juillet, mais c'est invisible. Elle va rester invisible, Mars, jusqu'au printemps prochain. Donc voilà, en tout début de nuit. Ensuite, on va attendre un peu que les étoiles s'allument et on va voir apparaître rapidement, allez, on va à 22h30 quand même, pour voir quelque chose. Alors d'abord, on va lever la tête et on va voir du côté de l'Est, très vite, on va voir Vega. Donc côté sud-est, très haut dans le ciel, Vega de la Lyre qui brille fort. Et rapidement, on voit apparaître Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle, donc le grand triangle de l'été. Tandis que du côté sud-ouest, également très haut, on a Arcturus du Bouvier, enfin qui descend quand même. De soir en soir, elle est plus basse. Et sur le couchant, tandis que Vega, qui fait le pendant du côté de l'Est, est de plus en plus brillante. C'est les deux premières à s'allumer. Et puis après, on a donc Deneb et Altaïr, ainsi que Antares du Scorpion. Ça fait les 5 premières étoiles qui s'allument toujours en début de nuit dans le ciel d'été. Et puis, très rapidement, maintenant, apparaît Saturne, car Saturne est à l'opposition le 2 août, ce qui veut dire pleine Saturne, si vous voulez, elle se lève quand le soleil se couche, culmine au milieu de la nuit, et se couche quand le soleil se lève. Donc, c'est le moment optimal, bien sûr, pour l'observation de Saturne. Donc, à 22h30, pas de problème maintenant, Saturne est levée. Elle s'est levée aux alentours de 21h, quand le soleil se couche. Et elle est suivie, donc c'est au sud, elle est au sud-est, elle culmine donc au milieu de la nuit, et elle est suivie par Jupiter une cinquantaine de minutes plus tard. Jupiter se lève aux alentours de 21h10, et donc on va pouvoir observer largement ces deux planètes. Jupiter sera à l'opposition le 20 août, donc Saturne le 2, nous allons en reparler un petit peu. Voilà pour les stars du début de la nuit. Bien entendu, profitez de la Voie lactée puisque la Lune ne se lève qu'en deuxième moitié de nuit, donc du Sagittaire en passant par l'Aigle, le Cygne, Céphée, Cassiopée et Persée. Nous avons l'arche de la Voie lactée qui se dessine magnifiquement. Du côté de l'Est, on voit monter le grand carré de Pégase et Andromède, et puis Persée qui monte nord-nord-est. La grande ours, en début de nuit, pique bravement du nez vers le sol. Au milieu de la nuit, elle rase l'horizon, tandis qu'en face, du côté du nord, Cassiopée remonte et le dragon culmine. Alors, on regarde le dragon qui est très haut. Et donc, il forme un losange. Là, ça forme un losange avec le bout du bras d'Hercule et c'est à côté de Vega. On a toujours le triangle Vega, Hercule et la tête du dragon. Voilà pour le côté du nord. Quand tournons-nous vers l'ouest, eh bien, vous voyez, 22h30, Vénus se couche. Nous avons donc Arcturus qui brille fort. On distingue vite la constellation du Bouvier. On retrouve le grand chariot, donc l'arc formé par la queue de l'ours, Arcturus du Bouvier, et Spica de la Vierge qui se couche. Et puis maintenant, regardons du côté du sud. Et du côté du sud, nous avons donc le Scorpion qui a déjà basculé sur le couchant à 22h30 et le Sagittaire qui arrive bravement à sa culmination. Et au-dessus, il y a la grande outre du Serpentaire d'Ophiuchus qui dessine comme une grande bulle de bande dessinée qui vient s'insérer malicieusement entre le Scorpion et le Sagittaire pour mettre le bazar, la confusion dans la tête des astronomes et des astrologues, des plein qui se sont fait avoir. Bon, ça ne change pas le chemin du soleil, le chemin tracé par le soleil.
Eh bien voilà, qu'est-ce qu'il faut dire encore pour le milieu de nuit? Nous avons, alors en milieu de nuit, j'y vais parce qu'il y a l'étoile Deneb, donc justement, Deneb du Cygne, qui culmine au zénith. On va la voir grimper au zénith, donc à peu près à 2 heures du matin, et c'est la nuit du 31 au 1er, donc je me mets dans la nuit du 31 au 1er. Deneb passe au zénith pour la latitude 45 nord. Si on met un miroir au sol, et bien, l'étoile Deneb, qui est quand même assez brillante, la queue du cygne, pardon, et passe carrément au sommet du ciel pour notre latitude à ce moment-là. Et puis, autre particularité de ce moment visuel, c'est l'étoile Mira de la baleine, étoile variable qui a une période de 11 mois. Donc, on va chercher la baleine. Alors, la baleine se lève en deuxième moitié de nuit. Vous voyez, elle apparaît là au milieu de la nuit. Donc, on va aller un peu plus tard. C'est à chercher en fin de nuit. Et Mira de la baleine, eh bien, c'est elle là. Elle est ici. Elle est là. La plupart du temps, elle est invisible. Et puis, pendant 2 mois sur 11, tout d'un coup, elle monte en éclat et elle est bien visible de magnitude 3 sous l'étoile qui forme la pointe des poissons, là, Alrecha, Mira. Mira de la baleine, donc qui se situe à 230 années-lumière à peu près, très rougeoyante, c'est une géante rouge. Donc intéressant à repérer Mira, toujours, on se fait plaisir. C'est pas loin d'Uranus, vous voyez. Je crois que j'ai fait le tour visuel pour cette semaine, évidemment. Ah, les étoiles filantes, les étoiles filantes. Il y a pas de maximum particulier en ce moment, mais en début de nuit, alors là, on est un peu à 3 heures du matin, je vais revenir un peu plus tôt dans la nuit. Nous avons déjà des perséides, hein. Ça commence vers le 17 juillet, je crois, et le maximum est le 12 août. Donc des perséides, des Piscis austrinides qui sortent du poisson austral, des aquarides, il y a plusieurs dessins d'aquarides, et des capricornides. Donc du côté de l'Est et Nord-Est, il y a beaucoup d'étoiles filantes. Il faut en profiter puisque le début de nuit est dégagé, pas de lune. Donc étoiles filantes, ciel profond, profitez-en pour voir la galaxie d'Andromède. Elle est ici. Tout ça, c'est le bon moment pour l'observation du ciel nocturne si la météo devient un peu clémente. Voilà, j'arrête là ce partage et puis on va parler de la suite. Ça va pour toi, Michel? Oui, 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 très bien. J'espère que je vais voir des étoiles filantes si je peux. Suffit Côté de de ça. nord-est, ça Faut sera pas qu'il bien. y ait trop de lampadaires et après il suffit de se mettre dans une chaise longue s'il fait pas froid et que le ciel est dégagé, ouais. Ouais, En regardant plutôt du côté de l'est, ouais, parce que du sud-est au nord-est, il y en a. ouais. Ouais. Eh bien, nous allons passer donc à la chronologie des faits célestes. Je vais partager mon plan, la fiche résumée qui sera bientôt en ligne. De toute façon, alors elle est ici parce que elle n'est pas encore tout à fait prête, mais c'est en cours. Donc en tout cas, il y a le résumé de tout ce qui se passe et Dieu sait qu'il s'en passe. C'est une semaine méga trapue, il faut le dire. Méga trapue. Alors j'ai peut-être commencé par vous camper le décor en héliocentrique. Ou alors on parle de tout à la file, hein, comme on remarque, c'est indiqué ici, les couleurs nous permettant justement de nous repérer. Le bleu, c'est les événements en héliocentrique. Le rose, le noir, le vert et le gris, c'est les événements dans le plan écliptique en géocentrique. Et le marron, c'est les événements en géocentrique dans le plan équatorial. Je mets en rose quand c'est visible entre des objets du système solaire et quand je mets en vert quand c'est visible entre objets du système solaire et étoiles. Donc c'est parti. Donc ça commence par le 31, donc samedi 31 en héliocentrique, à 1h02, Mercure entre dans le signe du Lion et Vénus entre dans le signe du Scorpion à 2h13.
À 15h15, c'est le dernier quartier de Lune. Elle est dans le 9e degré du signe du Taureau, la Lune, et elle est devant la constellation du Bélier, tandis que le Soleil est 9e degré du signe du Lion, devant la constellation du Cancer. Donc, dans la nuit du 31 au 1er, à 3h33, la Lune est conjointe à Uranus, dans le 15e degré du signe du Taureau. Et elle arrive devant la constellation du Taureau, la Lune, le 1er en fin de journée à 21h13. On continue, on a encore le 1er. Alors oui, le 1er en héliocentrique, eh bien, il y a Mercure qui est opposé à la Terre à 15h54, ce qui correspond à la conjonction supérieure de Mercure en géocentrique, qui advient à 16h07. Donc ça veut dire un alignement Terre, Soleil, Mercure. Mercure est de l'autre côté du Soleil. C'est la conjonction supérieure. Et donc c'est pleine Mercure. Elle est au-dessus du plan de l'écliptique. Alors en géocentrique, elle a 1 degré 41 minutes de latitude au-dessus du plan de l'écliptique, alors qu'en héliocentrique, elle a ses 6 degrés 55 minutes, elle est très haute au-dessus du plan de l'écliptique. On va voir qu'elle va atteindre sa latitude maximale dans les deux référentiels. Toujours le dimanche 1, Mercure est également opposé à Saturne en héliocentrique à 18h35, donc 15h54 opposé Terre, 18h35 opposé Saturne, et le lundi 2 à 8h01, c'est la Terre qui est conjointe à Saturne. Donc on a un trio Terre, Mercure, Saturne. Donc on commentera astrologiquement tout à l'heure, parce qu'on est vraiment là maintenant en plein, donc dans l'opposition de Saturne, et on va voir le carré d'Uranus, car le Soleil est donc opposé à Saturne en géocentrique le lundi 2 à 8h14. Nous sommes donc maintenant le lundi 2. Le lundi 2, la Lune est à son apogée, au plus loin de la Terre. On respire. À 9h35. Lundi 2, toujours, elle rentre dans le signe des Gémeaux, 10h46. Et donc, dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades à 11h07, ce qu'on peut voir un peu plus tôt, avant qu'il fasse jour, bien entendu. Donc, en deuxième moitié de nuit du 1 au 2. On est toujours le 2, donc jour de l'opposition de Saturne. C'est aussi le jour de son périgée. Donc 13h08, Saturne est au périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre, puisqu'on a affaire à un alignement Soleil, Terre, Saturne. Donc la Terre, on est au plus près qu'on puisse être de Saturne. Ça se produit toujours à peu près en même temps que l'opposition de la planète au Soleil, pour les planètes extérieures. Donc Saturne, opposition et périgée le lundi 2. Et nous arrivons au mardi 3, mais vous voyez comme le 1 et le 2, c'est chargé. Donc je résume. Dimanche 1er août, conjonction supérieure de Mercure. Dimanche. Et lundi 2 août, opposition de Saturne. Ensuite, on continue. Le mardi 3, la Lune passe à son nœud ascendant à 4h52. Mardi 3, en héliocentrique, Mercure atteint sa latitude maximale au plus haut, au plus nord qu'elle puisse être au-dessus du plan de l'écliptique du point de vue héliocentrique. Donc là, c'est 7 degrés. C'est toujours 7 degrés. C'est la valeur de l'inclinaison du plan de son orbite par rapport au nôtre, c'est-à-dire le plan de l'écliptique. Le nôtre, c'est celui de la Terre. Elle est dans ces cas-là, quand elle est à sa latitude maximale en héliocentrique, elle est à notre époque toujours dans le 19e degré du signe du Lion. Maintenant, mardi 3, toujours à 9h15, la Lune est conjointe à Aldébaran, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc la Lune se lève à 1h58, Aldébaran à 2h29. L'étoile est en dessous, au sud de la Lune. Et mardi 3, toujours, à 20h21, la Lune sort des limites zodiacales. Elle grimpe vers le nord. Elle dépasse donc 23 degrés 26 de déclinaison nord. Et elle dépasse donc la valeur de la déclinaison du Soleil au solstice de juin. Elle est alors dans le 17e degré du signe des Gémeaux, devant la constellation du Taureau. Mardi 3, nouveau en héliocentrique, la Terre est carrée à Uranus. Voilà, je vous ai dit qu'on était en plein dans la config
du carré Saturne-Uranus, parce que le Soleil nous acte tout ça cette semaine, opposition de Saturne et carré d'Uranus. Alors c'est d'abord la Terre qui ouvre le bal en héliocentrique, Terre carré Uranus, le 3 à 23h12, dans le 12e degré, Verseau pour la Terre, Taureau pour Uranus. Mercredi 4, la Lune, comme on l'a vu tout à l'heure, est conjointe à l'étoile Elnat, donc bêta du Taureau, à 9h04. Donc l'étoile est au nord, au-dessus de la Lune, à voir en fin de nuit. Et Elnat marque de nos jours le 23e degré du signe des Gémeaux. Ça, quand vous voyez la Lune conjointe à une de ces étoiles, ça vous permet de savoir où elle en est sur son chemin sur l'écliptique, dans quel signe elle est, à quel degré. Mercredi 4 encore, en héliocentrique encore, c'est Mercure qui est opposé à Jupiter à 17h14. 26e degré du Lion pour Mercure, du Verseau pour Jupiter. Mercredi 4, la Lune rentre dans le signe du Cancer à 23h17 et le 5 à 0h11, elle arrive devant la constellation des Gémeaux. Ensuite, c'est Mercure, le jeudi 5, qui arrive à sa latitude maximale en géocentrique à 7h34. Alors là, en géocentrique, ça nous donne qu'un angle de 1 degré 46 minutes par rapport aux 7 degrés qu'elle a du point de vue héliocentrique. Et ça, c'est une question de point de vue relatif. Donc, elle est à sa latitude maximale en géocentrique à 7h34 et elle est dans le 18e degré du signe du Lion en géocentrique. Mais en héliocentrique, elle rentre dans le signe de la Vierge à 14h20, toujours le jeudi 5. Elle y reste jusqu'au 12 août. Le jeudi 5 à 14h25, encore Mercure, elle est à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, ce qui est lié à sa conjonction supérieure. Quand elle est en conjonction supérieure, c'est donc un alignement Terre-Soleil-Mercure, et donc elle est au plus loin de la Terre, à un moment plus ou moins proche, à quelques jours près maximum, du moment de la conjonction supérieure. Donc Mercure est à l'apogée, donc Saturne au périgée, Mercure à l'apogée. Mercure à l'apogée, c'est à plus d'une unité astronomique, donc plus d'une distance Terre-Soleil, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil plus la distance moyenne Terre-Mercure, grosso modo, 1,3 unités astronomiques, soit 202 millions de kilomètres. Tandis que pour Saturne, la distance, ça se compte en milliards de kilomètres. Ne pas confondre. La distance de Saturne au plus près, c'est 8,93 unités astronomiques, soit 1,3 milliard de kilomètres. Distance de Mercure à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin. Oh oui, plus gros, oui, beaucoup plus. 8 UA pour 8,9 pour 1,3 pour Mercure au plus loin. Et elle n'a pas fini. Alors après tous ces exploits, elle arrive devant la constellation du Lion, toujours le jeudi 5 à 16h31, devant laquelle elle va rester jusqu'au 26 août. Et elle est dans le 18e degré du signe du Lion. Et donc c'est jeudi 5 que la Lune atteint sa déclinaison maximale à 18h46, donc sa déclinaison nord, elle atteint 25 degrés 41 minutes. Et ensuite, le vendredi 6 à 21h10, elle est conjointe à l'étoile Pollux, donc bêta des Gémeaux, mais la plus brillante. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'avant-dernier spectacle de la Lune de cette semaine, Lune conjoint Pollux, donc l'étoile est au-dessus de la Lune en fin croissant, très fin croissant, et elle marque toujours à notre époque le 24e degré du signe des cancers, du signe du cancer. Samedi 7, elle arrive la Lune devant la constellation du Cancer à 4h52. Ah, mais avant, il y a le Soleil, c'est l'heure du carré du Soleil à Uranus, en géocentrique, à 1h58. Donc, ça fait 23h58, le 6 en temps universel. Donc, samedi 7, 1h58, Soleil carré Uranus dans le plan écliptique géocentrique, avec Uranus légèrement en dessous du plan de l'écliptique. Et en fait, dans le plan équatorial, le carré se produit le 2. Vous voyez, donc le 2, là, je ne l'ai pas marqué, mais le 2, on a, en fait, c'est d'abord Soleil carré Uranus dans le plan équatorial,
puis le 3, Terre carré Uranus en héliocentrique, puis le 7, Soleil carré Uranus dans le plan géoécliptique, donc à 1h58 et marque le 15e degré du Lion pour le Soleil et du Taureau pour Uranus. Donc ensuite, il y a Vénus en héliocentrique qui est opposée à Uranus. Attendre un samedi uranien. Ce sera le soir de la nuit des étoiles à Conques pour moi. C'est magnifique. C'est la plus belle nuit. Samedi 7 à 6h08, c'est le jour du dernier croissant. Donc le dernier croissant de lune qui est facile à voir. Donc à partir, il se lève aux alentours de 5h06. Et donc le soleil ne se lève qu'à 6h46. Ça laisse une bonne heure pour admirer ce dernier croissant de lune qui est devant la constellation du Cancer et juste avant que la lune n'entre dans le signe du Lion à 9h31 le samedi 7. Ensuite, le samedi 7, toujours à 15h40, elle rentre dans les limites zodiacales, donc puisqu'elle en était sortie pour aller jusqu'à 25 degrés de déclinaison le jeudi 5, sa déclinaison maximale. Le 7 à 15h40, elle rentre dans les limites zodiacales. Et puis, elle est conjointe à un lama de la crèche, mais cela ne se voit pas. Il est d'ailleurs dans le champ du coronographe Lascaux C3 jusqu'au 9 août. Et c'est la nouvelle lune, dimanche 8 à 15h49. Et voilà pour les événements de la semaine que nous avons enchaînés en essayant de visionner les différents plans dans lesquels tout cela se considère et puis comment ça se traduit dans notre sphère locale avec ce qu'on voit avec nos yeux ou éventuellement nos instruments, car par exemple, c'est le moment de chercher Uranus et Neptune qui vont être bien visibles. Eh bien voilà, donc les étoiles filantes, on a parlé. Je vais revenir à nous. Je suis à l'écoute de tes questions, Michel. S'il y a encore des choses à dire. Non, disons que moi je suis concerné au premier chef, puisque ma date d'anniversaire c'est demain. Oh oui. Et quand je vois un petit peu tout ce qui se passe dans le ciel, si trapu. tu veux, c'est trapu. Hein. C'est trapu, ah oui, c'est demain, d'accord. Ouais. Mais si tu veux, voyant ça déjà depuis un certain temps, avec des hauts et des bas, là, je suis hyper décontracté. Mais si tu veux, ce que j'aime, c'est que aujourd'hui, grâce à ce que l'on fait, ça me permet, moi, de prendre soit du recul, de voir les choses autrement, de travailler autrement. Mais c'est génial, quoi. Ah oui. Ce côté, comment je pourrais te dire moi, j'ai envie de dire de prise de recul. C'est l'avantage, c'est ça, on a le point de vue de l'intégration, c'est-à-dire qu'on peut considérer la situation dans laquelle on peut se voir pris dans le type de situation qui est celui qui est à ce moment-là, et on comprend mieux ce qui nous arrive. Donc voilà, on gère au mieux et on s'indigne pas parce que ça se passe pas comme on veut. On comprend ce qui nous arrive. Comme la vie ne cesse de nous apporter, de nous mettre face à des situations nouvelles, et sinon c'est pas intéressant. Et là, on est vraiment dans le grand. C'est la fracture de Saturne-Uranus. Je pense que c'est là qu'on va la sentir. Le carré, il y a une fracture. Saturne, Verseau, Uranus, Taureau. Si c'est pas une fracture, c'est the fracture. Ça va être peut-être la fracture sociale, que Jupiter est pas loin. Et c'est ce qui semble se. Enfin, je crois que ce qui est important, c'est quand même que y ait du monde et que chacun respecte le choix des autres et qu'il n'y ait pas trop de bagarres, parce que ça peut être très chaud. Hein. Si ça dérape, ça peut être très douloureux, quoi, pour certaines personnes. Tu vois. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé aujourd'hui à Périgueux,
c'est une ambiance de camaraderie, de sympathie, de paix. Oui. Tu vois, les gens ont pu parler entre eux. Moi, j'ai fait exprès de voir et les gens cherchaient à parler. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Bon, Super. On se retrouve tout à l'heure, à on se dit 21h. Eh bien, bon, merci j'ai beaucoup. eu. Bon, Merci allez, Michel. à tout à l'heure. À tout à l'heure.